Voilà. Impeccable. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation, je l'espère, le plus intelligible possible sur la gestion des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires dans notre pratique qui devient de plus en plus interventionnelle en rhumatologie. Donc, ces points clés ont été publiés dans la monographie de même titre qui est parue dans la revue du rhumatisme en mars dernier. Alors. Donc justement, la rhumatologie interventionnelle occupe une place vraiment croissante dans notre pratique quotidienne, qui plus est avec la disponibilité également croissante des appareils d'échographie dans nos services. Seulement, donc nous faisons face quand même à une population de patients vieillissante et une importante prévalence des pathologies vasculaires qui vont avec l'âge, et donc une importance également croissante du nombre de patients qui prennent des traitements qui vont soit modifier l'agrégation plaquettaire, soit la coagulation sanguine. On est donc finalement confronté à un risque double, à la fois le risque hémorragique, qui est celui du traitement dont on va abondamment parler par la suite, et le risque thrombotique, qui est soit celui de la pathologie initiale qui a justifié de ce traitement, soit celui de l'interruption du traitement si celle-ci est nécessaire. Les recommandations françaises en vigueur, elles avaient été dictées par l'HAS entre 2008 et 2013. Et en fait, entre-temps, de nombreuses recommandations étrangères, plus récentes, ont été publiées et nous encouragent à réévaluer ces recommandations françaises. Comment on s'y est pris pour réaliser cette nouvelle publication? En fait, on a simplement repris l'équation de recherche qui avait été utilisée par l'HAS en 2013 afin de repérer les nouveaux articles qui sont parus depuis dans la littérature. Donc, cette équation de recherche que je vous mets là, qui était un petit peu compliquée, était celle sur de bonnes pratiques sur l'usage des antiagrégants plaquettaires. Donc voilà de manière très synthétique les résultats qu'on a pu obtenir. Donc 150 nouvelles publications entre 2013 et le moment où nous avons fait nous-mêmes cette publication, 11 nouveaux articles ainsi que d'autres articles qu'on a pu trouver dans la littérature grise. Alors avec un panel assez important finalement de types d'articles, une variété de spécialités, les anesthésistes étant quand même surreprésentés, quelques équipes de radiologie également. Et je parle donc de recommandations, mais qui émanent de sociétés savantes, des avis d'experts. On a quelques méta-analyses, on a beaucoup de cohortes rétrospectives, des expériences rapportées qui sont décrites, et des recommandations qui sont multinationales. Plusieurs pays qui proposent des recommandations, mais pas de recommandations mêlant plusieurs pays pour aboutir à une synthèse collective. Et ces recommandations, comme on peut s'en douter, sont parfois et même assez souvent discordantes sur la conduite à tenir. Il faut quand même préciser que l'établissement du niveau de risque hémorragique, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est beaucoup fait par le passé par extension à d'autres molécules. Je précise, les AOD, donc les anticoagulants oraux directs, à une époque où ils étaient peu étudiés parce que finalement peu utilisés, finalement le risque hémorragique avait surtout été estimé par extension depuis le risque hémorragique attribué aux antivitamines K à l'époque. Donc la conduite à tenir, c'est vraiment le vif du sujet, c'est le raisonnement qui doit encadrer notre pratique. Il y a un intérêt majeur, de manière générale, à correctement évidemment examiner, mais aussi interroger très exhaustivement nos patients à la recherche des éventuelles contre-indications à la réalisation de notre geste. Donc on va évoquer les antécédents personnels ou familiaux de saignement, des ecchymoses, des épistaxis, tout élément qui pourra nous encourager à penser qu'il y a un point important à prendre en considération, à rechercher, qui pourrait contre-indiquer notre geste. On relèvera également l'existence d'une maladie rénale chez nos patients ou hépatique, d'une dénutrition. Ces éléments pourraient éventuellement interférer avec la pharmacocinétique des traitements utilisés par nos patients, qu'ils soient anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires. Donc, c'est vraiment un paramètre qui est à prendre en considération. Si la décision de réaliser ce geste est prise, donc c'est à ce moment-là finalement qu'intervient l'intérêt de la stratification des niveaux de risque. Deux risques à prendre en considération. D'abord, le risque hémorragique. Ce risque qui va dépendre de nombreux facteurs, au premier rang desquels la localisation, et je le présenterai plus abondamment dans le tableau qui va suivre. Bien sûr, l'expérience de l'opérateur, le nombre de tentatives qui auront lieu lors du geste, la variété des molécules anticoagulantes ou antiagrégantes plaquettaires, qui est responsable d'une gestion assez complexe de l'encadrement de ce geste. Il est clairement capital de maîtriser
Et je pense que ce sera aussi l'intérêt du tableau de synthèse que je vais vous proposer par la suite. Également, le second risque, qui est le risque thrombotique, dont je vous parlais un petit peu plus tôt et sur lequel je reviendrai assez abondamment, et des facteurs de risque qui sont surtout propres au sujet. Je vais détailler ça par la suite. Une fois cette étape de stratification des risques, à la fois thrombotiques et hémorragiques, réalisée, c'est vraiment à ce moment-là qu'il est utile de décider de l'arrêt du traitement, de sa poursuite, éventuellement de l'arrêt avec relais vers des héparines chez notre patient. Je vais également aborder ce sujet de manière plus approfondie par la suite. Et enfin, décider de la chronologie de reprise du traitement à l'issue du geste. Ça, c'est vraiment l'étape finale et elle prend tout son sens pour éviter un risque supplémentaire à l'issue du geste, notamment hémorragique. Le but étant de ne pas avoir une reprise trop précoce qui favoriserait ce risque hémorragique, ni trop tardive qui ferait finalement peser dans la balance le risque majeur de survenue d'un événement thrombotique. D'ailleurs, risque qui serait finalement plutôt embêtant si on considère que l'arrêt des antithrombotiques n'était pas nécessaire à la base. Là, je reviens de manière assez courte, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'avais quand même fait cette petite diapositive pour rappeler les indications, les contre-indications dans le cadre de la ponction lombaire, finalement de l'intradural, qui peut être non pas une complication, mais un prolongement de nos épidurales si elle n'est faite de manière absolument parfaite. Rappeler que dans notre pratique, les infiltrations qu'on va être amené à faire sont essentiellement des gestes de confort, donc pas urgents par définition. Ce point, il est d'importance majeure. J'ai l'habitude de dire qu'il est urgent de ne pas faire le geste si les conditions maximales de sécurité ne sont pas garanties. La dimension médico-légale n'est quand même pas négligée dans ce contexte. La diapositive, elle restera à votre disposition de toute manière par la suite et je ne m'attarderai pas trop davantage sur les autres points, autres que bien sûr le seuil plaquettaire sur lequel je vais un peu revenir, qui est fixé vraiment à 50 000 plaquettes par millimètre cube hors urgence. Si bien sûr on a une thrombopénie évolutive avec un chiffre de plaquettes bien supérieur assez récent, ça contre-indiquera de manière tout à fait logique le geste. Et par ailleurs, la recherche des contre-indications locales à pratiquer ce geste, qu'elles soient infectieuses, néoplasique, de la fibrose, par exemple, sur un rachis opéré, etc. Le risque hémorragique. Donc là, pour figurer ce risque hémorragique, qui est stratifié donc en 3 catégories, sur la base des fameuses recommandations de la Haute Autorité de Santé qui avaient été éditées entre 2008, légèrement revues en 2013. Donc tout ça, ça repose sur des études rétrospectives et sur des avis d'experts. Donc ce niveau de risque, il repose sur entre autres, sur la possibilité notamment de réaliser une compression hémostatique, éventuellement sur la proximité de structures vasculaires et pourquoi pas nerveuses. On se doute bien que la survenue d'un hématome épidural au décours d'une infiltration relevant d'une sanction chirurgicale urgente nécessite quand même des précautions assez importantes. Donc tout à gauche, dans la colonne de risque mineur en vert, vous voyez par exemple que figurent les infiltrations interarticulaires postérieures dont le niveau de risque avait été revu à la baisse en 2013 et ce qui a pour principal intérêt de pouvoir les réaliser indépendamment du traitement anti-agrégant plaquettaire ou anti-vitamine K. Je ferai une petite parenthèse un peu plus tard sur les AOD. Donc ça, c'est quand même une nouveauté depuis 2013 et qui nous est fort utile en pratique quotidienne. Je fais une petite parenthèse sur les infiltrations canalaires superficielles. Celle qu'on pratique le plus fréquemment est tout de même le canal carpien, qui est également en risque mineur, que nous avons bien distingué, que les recommandations de la HAS ont bien distingué des infiltrations canalaires profondes qui, elles, en revanche, constituent un risque hémorragique majeur. L'épidurale lombaire, donc théoriquement, à haut niveau de risque dans les recommandations HAS, ont toutefois été réévaluées à la baisse, toujours sur avis d'experts, avec un niveau de risque hémorragique qui est jugé modéré, permettant, vous le verrez par la suite, sa réalisation sous aspirine. Et c'est précisé dans les recommandations de privilégier, si possible, la voie du hiatus. Je pourrais également en dire un mot supplémentaire au moment des questions. Je fais aussi une toute petite parenthèse par rapport à une question que j'ai reçue hier soir. On m'a posé la question de la place de la biopsie de l'artère temporale, savoir dans quel niveau de risque la placer. Alors, il y a quelques études observationnelles qui ne mettent pas en évidence de différences significatives entre l'arrêt et la poursuite de ces traitements, ce qui les placerait donc à faible niveau de risque hémorragique. Pour ce qui est des antiagrégants plaquettaires, c'est assez consensuel sur le fait qu'on peut les poursuivre. Pour ce qui est des AVK et des AOD, même en discutant avec des ORL qui sont souvent amenés à pratiquer ces biopsies, c'est très opérateur dépendant. La maigre littérature à ce sujet nous encourage à penser qu'on devrait pouvoir réaliser ces infiltrations
en poursuivant les anticoagulants, mais à nouveau à discuter avec les équipes locales. Donc, le risque hémorragique, bien que rare, la complication que nous apprenons et redoutons, et surtout celle du syndrome de la queue de cheval, qui serait consécutif à un hématome épidural au décours d'une ponction ou infiltration traumatique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la sanction étant chirurgicale et en urgence, dans un geste qui a priori est un geste fonctionnel, un geste de confort, évidemment nécessite impérativement de bien peser les indications et les contre-indications. Comme le soulignent ces études, je vous ai mis quand même quelques chiffres, le risque le plus représenté dans la littérature, c'est surtout le risque thrombotique. Vous voyez que le risque hémorragique est tellement faible qu'il est difficile de correctement l'investiguer, même avec des études de grande série. Je vous mentionne là une étude de 10 000 infiltrations épidurales sous scopie. Alors le terme sous scopie a quand même toute son importance dans cette phrase, n'avait pas mis en évidence de complications hémorragiques. Mais si on l'estime à 1 sur 150 000 sous aspirine, on peut imaginer cette logique. Donc, parlant du risque hémorragique, ça nous emmène justement à la suite de la réflexion. Donc, dans la littérature, il y a vraiment un clivage entre les antiagrégants plaquettaires dans la gestion de ce risque thrombotique et dans les antivitamines K. Pas pour les AOD, et je vous expliquerai cela pourquoi après. Donc, pour ce qui concerne les antiagrégants plaquettaires et même les AVK, en fait, les recommandations ont récemment évolué. Recommandations des sociétés européennes de cardiologie en 2016, en 2018 et puis américaines en 2019. Donc pourquoi ? Parce que l'interruption d'un traitement, elle peut être responsable de la survenue d'un épisode thrombotique ou d'une récidive chez un patient, par exemple, qui aurait fait ou qui serait à même de faire un infarctus cérébral, un infarctus cardiaque, une embolie pulmonaire, une ischémie aiguë des membres inférieurs, pourquoi pas. Donc, dans le cadre des anti-agrégants plaquettaires, c'est la première ligne de ce schéma. Donc, dans les recommandations les plus récentes, on distingue en fait, c'est l'événement finalement qui va amener à la réalisation d'une angioplastie qui va déterminer la durée pendant laquelle ce traitement anti-agrégant plaquettaire doit impérativement être poursuivi. Ou, on peut le formuler autrement, ne peut être interrompu. C'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Ce d'autant qu'il s'agit très fréquemment, voire systématiquement, de bithérapie. Donc, comme on peut le voir ici, en cas de coronaropathie instable, donc le SCA pour le syndrome coronarien aigu, coronaropathie instable ou aiguë, il n'y a pas d'interruption possible de l'antiagrégant plaquettaire dans les 6 voire les 12 mois qui suivent la pose de stent. En dehors d'un geste réalisé en situation aiguë, l'interruption n'est pas possible pour une durée de 6 mois cette fois-ci. Alors la nouveauté par rapport aux anciennes recommandations, c'est que finalement la nature du stent, nu ou actif, n'entre plus en considération finalement dans la durée au bout de laquelle il est possible d'interrompre ou non ces traitements. Concernant les AVK, finalement, c'est un peu plus compliqué avec une liste ici qui est exhaustive des différents critères qui vont mettre le patient à risque thromboembolique élevé. Donc c'est binaire, soit le risque est élevé en présence d'au moins un de ces critères, soit aucun de ces critères n'est présent et on se trouvera donc dans une situation de risque thrombotique faible. Donc on a ici finalement les fibrillations atriales avec antécédent embolique, un antécédent d'infarctus du myocarde, d'infarctus cérébral, un Schatz-Vasque supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 3. Il y a une distinction par rapport aux recommandations qui étaient antérieures où on prenait supérieur ou égal à 1 si c'est un homme, 2 si c'est une femme. Maintenant, on retient bien 2 si c'est un homme et 3 si c'est une femme. La présence d'une valve mécanique, d'un rétrécissement mitral modéré à sévère, d'une embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde récente, inférieure à 3 mois, ou de thrombose veineuse idiopathique. Donc cette liste est vraiment à avoir finalement sous le coude pour pouvoir raisonner confortablement sur ce risque et donc sur la prise en charge qui dépendra fortement de ce risque. Je reviendrai dessus à nouveau sur le tableau de synthèse. Le bilan biologique préopératoire, entre guillemets, est assez simple. Donc, il suffit d'avoir à sa disposition une ENFS récente avec une cible de plaquettes, comme je le disais précédemment, supérieure à 50 000 plaquettes par millimètre cube. Je précise bien sûr en dehors des urgences diagnostiques, mais qui nous concernent finalement assez peu en rhumatologie. Je le répète à nouveau, il sera toujours utile de peser la balance bénéfice-risque entre un geste à visée de confort dans un objectif fonctionnel qui fait quand même peser au patient un risque hémorragique et ou thrombotique avec des complications potentiellement graves qu'on a évoquées précédemment.
Dans le contexte d'une prise d'antivitamine K, on a un impératif effectivement de doser l'INR 24 à 48 heures avant la réalisation du geste. Et selon que le niveau de risque hémorragique de la localisation choisie soit faible ou élevé, on choisira d'avoir un INR inférieur à 3 pour un risque hémorragique faible, c'est-à-dire finalement un traitement antivitamine K non surdosé, ou inférieur à 1,5 si le risque hémorragique est plus important, de telle sorte finalement à normaliser la coagulation. Pour ce qui est des antiagrégants plaquettaires ou des AOD ou des héparines, il n'est pas utile de réaliser un quelconque test d'exploration de l'agrégation plaquettaire ou de la coagulation, dans la mesure où on aura davantage tendance dans les recommandations les plus récentes, toujours émanantes de sociétés savantes étrangères, à se focaliser sur la durée d'interruption de ce traitement au préalable du geste. C'est vraiment ce paramètre qu'on aura tendance à réaliser, même s'il est vrai en pratique clinique, on aime quand même bien se conforter lorsqu'il y a une héparine d'un TCA qui s'est normalisé. Je fais un dernier focus avant de passer au tableau de synthèse sur la date d'interruption. Pourquoi ça me semble absolument essentiel? Parce que de nombreuses dénominations sont employées dans les différents papiers français ou étrangers qu'on peut lire sur la manière de formuler le moment auquel arrêter le traitement. Donc, j'ai fait figurer sur ce schéma en vert les petites croix vertes qui finalement représentent la dernière prise d'un médicament, le petit symbole d'interdiction qui est l'absence de prise du traitement, et tout enfin le petit éclair qui correspond au geste en lui-même. Dans la littérature, voici les 4 formulations sur lesquelles on peut tomber et qui signifient la même chose. C'est pour ça que je vous l'ai bien mis en rouge et c'est bien ça qui est affiché. Un arrêt, par exemple, dans le cas d'un anticoagulant oral direct, un arrêt nécessaire à J-3 signifie que la dernière prise du traitement a bien lieu à J-3. Le traitement est pris à J-3. Ce qui revient à sauter 3 prises, 3 jours de prise. Ce qui revient à dire qu'il y a 48 heures sans traitement. Vous pourrez trouver d'autres tableaux, d'autres schémas qui donnent cette même information, notamment sur le GIHP, les recommandations du GIHP de 2015 ou de la Société européenne de cardiologie de 2018, et qui explicitent également comment prendre les choses en main lorsque l'anticoagulant oral direct est par exemple en 2 prises par jour, comme c'est le cas de l'apixaban. Voici le tableau de synthèse, très complexe à première vue, je vous l'accorde, mais je vais tâcher justement de vous accompagner dans sa lecture pour vous donner une bonne manière de l'aborder lorsque celui-ci vous sera utile, et j'espère qu'il vous le sera. Donc, je vous invite d'abord à choisir la localisation du geste, donc à réaliser parmi les 3 niveaux de risque hémorragique, qui sont les colonnes vertes, jaune, orangé et rouge, et dans un second temps seulement, en regardant sur les lignes tout à gauche, la molécule prise par votre patient. Donc, je vous propose de prendre un exemple avec une infiltration épidurale lombaire, donc identifiée dans la colonne centrale à risque hémorragique modéré, chez un patient, pour commencer, sous aspirine, donc dans la première ligne de gauche. Pour le cas particulier mais fréquent de l'aspirine, dans les situations à risque hémorragique modéré, le risque thrombotique en fait, n'est pas à prendre en considération puisque l'aspirine peut être poursuivie de manière systématique. Si toutefois notre patient devait être sous clopidogrel, vous constatez donc on est toujours dans le risque thrombotique faible. Il faut prendre en considération ce risque thrombotique. Donc, on revient sur notre tableau du risque de thrombose que je vous avais présenté tout à l'heure, qui mettait en évidence la situation initiale du patient. Est-ce que c'est un contexte de syndrome coronarien aigu ou pas? Donc, en l'absence d'antécédents récents d'angioplastie, le risque thrombotique sera jugé comme faible. Notre tableau recommande donc de suspendre à J-5 le clopidogrel et de le relayer par l'aspirine. Donc, ce geste sera réalisé sous aspirine. Au contraire, si l'antécédent d'angioplastie est récent, le clopidogrel, lui, à l'inverse de l'aspirine, ne pourra pas être interrompu et le geste ne pourra pas être réalisé, sauf en cas d'accord préalable, bien sûr, avec le cardiologue du patient. Donc, à noter justement que le cas d'un relais d'un antiagrégant plaquettaire autre que l'aspirine vers l'aspirine est une particularité française. Dans les autres pays, les autres recommandations qu'on a pu trouver, on ne propose pas finalement de relais d'un antiagrégant plaquettaire vers l'aspirine, mais un simple arrêt de la molécule initiale. Prenons maintenant le cas d'un patient qui serait sous AVK, toujours pour notre infiltration épidurale par abord épidural,
vous constatez immédiatement que l'arrêt est nécessaire, hein. Il s'agit d'un geste donc, à risque hémorragique modéré. La durée d'interruption de ce traitement est mentionnée pour chacune des molécules que peut présenter votre patient. Si le risque thrombotique est faible, donc avec une évaluation toujours réalisée en amont et présentée dans la diapositive précédente, il n'est pas recommandé de proposer un relais par héparine, du fait d'un risque finalement hémorragique qui va dépasser le risque de thrombose sur la durée de l'interruption. Bien sûr, si cette fois-ci on passe sur un risque thrombotique qui est jugé élevé sur votre évaluation préalable, dans ce cas, nous verrons à la réalisation d'un arrêt de l'antivitamine K avec cette fois-ci la réalisation d'un relais héparinique et les mesures habituelles de prudence qu'impliquent ces relais. Enfin, le moment idéal de la reprise du traitement figure également bien précisé dans ce tableau en l'absence, et c'est toujours le cas, en l'absence de contre-indication hémorragique. Si le patient présente des signes de complications hémorragiques, il va de soi qu'on va devoir surseoir à la reprise de ce traitement. Maintenant, admettons que le patient est sous anticoagulant oral direct. Donc, vous pouvez également obtenir dans la ligne correspondante le moment idéal de l'interruption de la molécule sans réalisation de relais héparinique. À noter qu'il n'y a a priori pas à prendre en considération le risque thrombotique, qu'il soit faible ou élevé. Ceci est déterminé par le fait que les anticoagulants oraux directs sont rapidement inefficaces ou en tout cas permettent un retour rapide à une hémostase normale après leur interruption et surtout, ils sont de nouveau très rapidement efficaces lors de leur réintroduction. Alors, dans les recommandations françaises du GIHP les plus récentes, ce point est discuté avec des recommandations qui font mention dans le cadre d'un très haut risque thrombotique, qui est mal défini à ce jour, mais je peux également revenir dessus s'il y a des questions par la suite. Donc, de l'intérêt d'un relais héparinique. C'est discutable. En dehors de cas particuliers, justement, la rapidité d'action de ce traitement lors de sa reprise justifierait l'absence d'intérêt d'un relais. Enfin, je m'attarde donc une dernière fois sur le cas un peu particulier des héparines, puisque dans la littérature la plus récente que nous ayons pu trouver et qui demeure assez conflictuelle, il y a une interruption systématique des héparines au préalable des gestes, quel que soit le niveau de risque hémorragique. C'est ce que j'ai bien fait figurer dans ce tableau. Dans notre pratique courante, il est quand même assez inhabituel d'interrompre, même en cas d'anticoagulation curative, d'interrompre les héparines, par exemple, pour réaliser une ponction et ou une infiltration de genou. Vous remarquez qu'ici, dans le tableau, il est proposé d'interrompre une héparine 24 heures avant le geste. C'est ici que cette présentation prend fin. Donc, vous le saviez, cette présentation, c'est vraiment un rappel sur la gestion d'une situation qui est assez complexe, d'où l'intérêt pour moi de vous proposer un tableau assez synthétique, mais qui nécessitera de toute manière d'être revu en considération des nombreuses recommandations étrangères et des études étrangères qui ont été réalisées pour proposer une version française officielle de ce tableau. Donc, il est notre responsabilité d'évaluer de manière systématique et surtout très rigoureuse l'ensemble de ces risques, notamment hémorragiques et thrombotiques, que nos patients encourent afin d'éviter pour eux un aléa thérapeutique. C'est le propre de notre exercice, d'abord ne pas nuire. Donc ce tableau de synthèse, j'espère, va pouvoir constituer pour vous un appui assez solide pour faciliter notre pratique quotidienne. Bien sûr, il faut que les recommandations évoluent et il y a justement un travail qui s'apprête à commencer pour essayer de remettre à niveau les recommandations françaises. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour les quelques questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Benjamin, donc c'était très très clair. Merci pour cette mise au point, cette mise à jour, parce que c'est vrai que les recommandations sont faites pour évoluer, comme tu l'as très bien souligné à la lumière des nouvelles études. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vous rappelle qu'en bas de l'écran, vous avez ce petit bouton Q et R. Vous pouvez poser vos questions en direct et puis je les répercute à Benjamin Hugues. Alors, la première question qui est posée par Benoît, c'est pourquoi arrêter les AOD et non les AVK pour les gestes à risque mineur et idem pour l'héparine? Alors, de ce que j'ai pu lire, il est
préférable d'arrêter les AOD pour la raison très simple, c'est que leur demi-vie étant assez rapide, étant assez courte, et comme je le dis tout à l'heure, la reprise de leur efficacité au moment de la réintroduction également très rapide, notamment dans les recommandations du GIHP de 2015, on voit qu'il est préférable de proposer, par exemple, simplement un saut de prise la veille de l'examen, ou de ne pas prendre, de ne pas prendre le comprimé le jour du geste. Mais c'est vraiment dans la littérature, ils appellent le onset of action, la rapidité avec laquelle la pilule est de nouveau efficace. C'est vraiment ça qui motive finalement cette prise en charge. Ok. Une autre question de Benoît sur le dosage systématique, enfin la mesure du taux de plaquettes avant de faire un geste en l'absence d'antécédents hémorragiques. Il y a des collègues de ville qui ne mesurent pas systématiquement le taux de plaquettes. Est-ce que tu penses que c'est indispensable d'avoir une numération plaquettaire ou pas avant de faire une ponction articulaire? Alors, il y avait une petite phrase dans les recommandations de la HAS, je crois, de 2008, qui disait qu'un bilan de l'agrégation plaquettaire déjà ne devait pas être systématique dans le cadre des infiltrations. Et on sait que le risque est très très faible. Nous mettons le seuil de 50 000 plaquettes. En fait, il y a des études qui sont faites dans le cadre des leucémies aiguës lymphoïdes ou chez les enfants qui pratiquent alors des ponctions lombaires avec des seuils de plaquettes qui peuvent descendre jusqu'à 10 000 avec finalement pas de complications hémorragiques dans les études. Donc c'est vrai que cet élément est discutable, mais mérite également qu'on puisse inscrire noir sur blanc un seuil à adopter par tous. Après, je crois qu'il faut quand même retenir que pour un geste qui pourrait potentiellement être nuisible aux patients, je crois qu'il est quand même toujours utile d'assurer un degré de prudence maximale. La NFS, au moins une NFS, quand bien même ancienne, pourrait être utile pour le prévenir de ces risques. Alors, tu me fais une très bonne transition avec la question d'après, qui est une question de Renaud. Sur le plan médico-légal, finalement, quelles sont les recommandations qu'on peut nous opposer? C'est-à-dire que quelle est la valeur finalement d'un tableau entre guillemets fait maison, même s'il est basé sur la littérature actualisée? Est-ce que tu as une vision sur ça? Je crois que mon expérience est trop courte pour répondre très très clairement à la question. Je pense que les recommandations, ce tableau que nous vous proposons à la fin de cette diapositive est vraiment fondé sur des recommandations nationales, certes de pays étrangers, mais avec des panels experts assez lourdement armés, je pense, et qui ont une pratique quotidienne intense. La plupart des recommandations, en fait, émanent des sociétés d'anesthésie qui, elles, pratiquent donc des blocs, des anesthésies rachidiennes avec une pratique soutenue, qui plus est avec des aiguilles de plus gros calibre, des gestes qui sont souvent plus longs que les nôtres, un matériel qui va rester en place plus longtemps. Donc, ils ont également une pratique qui est très abondante, probablement même bien supérieure à la nôtre, notamment dans le cadre des anesthésies obstétricales. Voilà, ils font des recommandations qui me semblent être assez solides. Okay. Je pense que ces recommandations sont opposables. D'autres questions pour Benjamin Hugues? N'hésitez pas à poser les questions. Je vais déclencher le petit sondage. Hop. Donc, n'oubliez pas de répondre à ce sondage avant de déconnecter, s'il vous plaît. C'est un élément important pour nous. On a encore le temps pour quelques questions s'il y en a. Donc, pas pour le moment. Bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ce travail de mise à jour qui est vraiment un travail important. Ça souligne bien que les recommandations sont faites pour être remplacées par de nouvelles recommandations à la lumière de la littérature existante. Et puis, on compte sur vous pour effectivement organiser un travail de mise à jour régulière. En tout cas, on sera très, très content de pouvoir récupérer ton tableau, peut-être en le datant. Ça, c'est un élément important, qu'on puisse effectivement vraiment avoir une date d'entrée en vigueur de ces suggestions, puisque je ne sais pas si on peut les appeler recommandations. Et puis, au nom du bureau du COFER, il me reste à te remercier pour ta participation pour les mercredis du COFER. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.